Imaginez notre vie à des milliers d'années de notre ère quand notre seule préoccupation était de survivre. Allant de territoire en territoire pour trouver de quoi se nourrir et dormir, parcourant des kilomètres en groupe pour établir un campement à la recherche d'un peu de sécurité matérielle et acquérir une douceur de vivre tant climatique qu'en richesse naturelle. Pour ces hommes, point de repos. Tant la nuit à surveiller les prédateurs que le jour à trouver gibier et baies sauvages. C'est dans ce contexte que l'homme va développer des méthodes de prédiction pour se sécuriser et évoluer dans un habitat fixe. Très vite, il comprend qu'il y a des forces qui sont plus grandes que lui et qui le dépassent, et c'est ainsi qu'il développe l'observation du ciel depuis un point fixe, sa maison. C'est autour de ce cocon matriciel que tous les événements se déroulent et que le cocon évolue pour arriver au nid de sécurisation qui lui convient et qui reflète toutes ces étapes de croissance. La réalisation qu'au-dessus de l'individualité humaine, il y a le collectif et qu'au-dessus du collectif, il y a une force plus grande et plus complexe avec laquelle il doit s'unir et communier pour y contribuer. L'homme développe ainsi la musique, le dessin, avant même la parole, et ces outils deviennent un moyen d'expression, voire même un moyen d'entrer dans une transe pour une complaisance ultime avec soi, les autres et le tout, parce que la communication avec le ciel va ouvrir la science de l'observation du ciel et va permettre de s'ouvrir au langage de l'univers et à celui de la prédiction. Donc c'est la naissance de la science archaïque dont fait partie l'astrologie et que l'astrologue investit comme druide, parfois médecin, scientifique, prêtre, selon les cultures, mais partout son rôle est de prime importance et aucune décision ne peut être prise sans avoir considéré le point de vue du ciel et donc de l'astrologue. À cette époque, les choses sont simples. Il y a un cycle lunaire, un cycle solaire, une ligne fixe qu'est l'horizon, des groupes d'étoiles fixes, et toute cette toile constitue finalement le pattern de l'astrologue en son lieu et place où la tribu est située. C'est donc un ensemble qui combine deux unités de mesure, une situation géospatiale et temporelle, et pour cette raison, de nombreux édifices primitifs, souvent faits de pierres méniscales, sont soigneusement placés pour marquer ces événements cycliques tels que les équinoxes et les solstices, et cela permettait aux astrologues de repérer ces moments clés dans le temps et dans l'espace. C'est dans cette logique d'ailleurs qu'il est raisonnable de penser que les premières maisons zodiacales ont dû être érigées selon les phases lunaires, divisées en 27 ou 28 sections appelées astérismes ou maisons lunaires. Alors pourquoi ? Parce que les premiers hommes structuraient leur temps en fonction du cycle complet d'un jour, qui va alterner évidemment le jour et la nuit, entre les phases de conscience et d'inconscient, en lien avec leur rythme biologique. À ce stade, vous aurez bien compris que le schéma zodiacal est ici déjà dressé. L'horizon est une ligne incontestable qui sépare le jour de la nuit, le ciel de la terre et ce que nous voyons de ce que nous ne voyons plus. Ensuite, nous avons le rythme solaire, position au lever, à midi, au coucher et à minuit, et le rythme lunaire qui permet d'intercaler des phases dynamiques biologiques. Donc d'après l'article du journal Ciel et Terre, volume 66, Les origines chaldéennes du zodiaque de Florisoun, nous savons que les Babyloniens avaient divisé le zodiaque en 12 signes de 30 degrés basés sur le cycle annuel du soleil, mais ils n'avaient pas encore élaboré le système des maisons. Les 12 signes du zodiaque babylonien portaient un nom qui signifie terre, district, domaine. C'est l'idée que les Grecs ont rendue par le mot topos, lieu, région, qui devait définir finalement le terme technique désignant les 12 maisons de la géniture. Mais ça, c'est beaucoup plus tard.
Donc on va remonter à la période hellénistique de 323 avant Jésus-Christ jusqu'à 31 avant Jésus-Christ, qui commence avec la mort d'Alexandre le Grand et se termine avec la conquête de l'Égypte par les Romains. Elle se caractérise par des changements culturels et politiques qui vont être très importants puisqu'ils vont marquer l'expansion de la culture grecque à travers le bassin méditerranéen, et l'astrologie hellénistique émerge alors en Grèce, influencée à la fois par les idées philosophiques des penseurs de l'époque et par les pratiques astrologiques de l'Égypte ptolémaïque et de la Mésopotamie. Donc cette fusion d'idées philosophiques et astrologiques permet une interprétation, on va dire, plus réfléchie, plus profonde des thèmes astrologiques individuels. Alors durant cette période, c'est vrai que la littérature hermétique va énormément se développer et elle va combiner même des idées grecques, égyptiennes et babyloniennes, donc des textes hermétique, attribué au mystique Hermès Trismégiste, traite de la magie, de philosophie, de cosmologie et d'astrologie, donc ça va influencer encore la pensée ésotérique occidentale jusqu'à nos jours d'ailleurs. Donc les astrologues adaptent leurs pratiques à cette nouvelle idéologie et ça va permettre de développer des techniques plus sophistiquées pour interpréter les influences planétaires et prédire les événements futurs. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vont naître les concepts de réincarnation inspirés de Platon et de notions de destin et de finalité dans l'univers explorés par Aristote, qui vont permettre à l'astrologie de comprendre la notion de cycle, de renaissance, ainsi que d'évolution de l'âme humaine. Donc les philosophes hellénistiques se penchent également sur l'éthique et la moralité, et ils vont étudier la manière dont l'homme pourrait mener une vie plus vertueuse et éthique en société, et c'est ce que les astrologues vont vouloir intégrer dans leur pratique, et c'est là qu'ils cherchent comment relier les thèmes astrologiques au caractère individuel, ainsi que les choix moraux que cette personne va faire. Mais là où les choses se corsent finalement, c'est quand les astrologues vont prendre conscience de la précession des équinoxes qui se caractérisent par le lent déplacement de la position des étoiles fixes en raison de la rotation de l'axe de la Terre, bien que Hipparque ait formalisé et quantifié cette observation aux alentours de -130 avant Jésus-Christ, des civilisations bien plus anciennes avaient déjà remarqué ce phénomène. Et avant cette découverte, le zodiaque était donc principalement sidéral, basé sur les constellations fixes. Alors ça va vraiment diviser la communauté astrologique en deux approches distinctes. Donc il va y avoir ceux qui utilisent le zodiaque sidéral, basé sur la répartition des constellations nécessitant un réajustement régulier du point vernal, ce qui peut rendre plus complexe la détermination précise des débuts et fins des constellations. Et puis il va y avoir l'astrologie tropicale, qui se base sur un zodiaque fixe, calculé sur l'orbite de la Terre. Ce dernier dépend plus de facteurs fixes comme les saisons, les solstices, les équinoxes, et se synchronise donc avec le rythme biologique de l'être humain grâce à des mesures plus précises des cycles naturels de la Terre. Alors avec le temps, l'astrologie évolue pour répondre à des besoins plus individualisés, qui va s'harmoniser d'ailleurs avec les développements philosophiques de la Rome antique. Donc une étape clé de cette évolution, ça va être la cartographie terrestre et astrale, qui va permettre de situer la Terre et l'homme dans son environnement universel. Et cette avancée va contribuer à l'élaboration des maisons astrologiques. Alors il est vrai que Ptolémée n'a certainement pas inventé le concept des maisons astrologiques, mais il a eu le mérite de rassembler toutes les connaissances, qu'elles soient babyloniennes, perses, égyptiennes et arabes, pour créer un concept de base, une sorte de guide qu'il développe dans la Tétrabible et qui explique finalement toute la méthodologie astrologique avec les fondements et les bases. Cependant, il ne parle pas vraiment des maisons. Il y fait implicitement allusion dans le livre 3, mais il semble plus s'intéresser au secteur de vie proprement dit,
liées aux angles. Alors même si le terme de domification n'existait pas encore, c'est ici que sont définis les principes de localisation, de sectorisation et d'heure de naissance, et non de conception comme cadre de référence, et ça ouvre sur une possibilité de domification future. Pour aborder les différentes domifications, il faut déjà comprendre ce qu'est la domification. Donc elle repose sur 2 paramètres fondamentaux, l'heure et le lieu de naissance de la personne concernée. Donc ces données vont être essentielles pour établir le calcul des positions des maisons astrologiques dans le thème natal. D'une part, la longitude du lieu de naissance est utilisée pour déterminer la position des maisons sur l'écliptique solaire, et d'autre part, l'heure de naissance qui est de prime importance pour évaluer la position du Soleil et des autres planètes au moment exact de l'expulsion hors de la matrice aqueuse. Donc le calcul débute en déterminant le point de rencontre entre la trajectoire du Soleil sur 24 heures et la longitude du lieu de naissance. Ce point est appelé l'ascendant et il marque généralement le début de la première maison astrologique. L'ascendant est considéré un petit peu comme le point de départ dans la plupart des systèmes de domification, bien que ce ne soit pas le cas pour tous. Donc un autre point important est le milieu du ciel, qui est le point de rencontre entre le méridien et l'écliptique solaire. Une fois que l'ascendant est déterminé, les autres cuspides des maisons sont calculés en fonction de l'arc parcouru par le Soleil en une journée, et cet arc, appelé écliptique, est divisé en segments égaux ou variables selon le système de domification utilisé. Donc chaque cuspide correspond à un point précis sur cette écliptique et marque le début d'une maison astrologique. Ces maisons représentent différents aspects de la vie tels que la carrière, les relations, la santé, et ce sont des domaines d'expérience que l'on va expérimenter. Donc cette diversité de méthodes permet à chacun d'élaborer une interprétation en fonction de ses propres affinités avec sa pratique, sachant qu'aucune méthode n'est finalement intrinsèquement supérieure à une autre, mais on va un petit peu essayer de comprendre sur quoi ces systèmes reposent. Ici, je vais aborder principalement les techniques de domification et leur naissance par rapport au contexte historique. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous laisse passer à la partie suivante. Comme nous l'avons vu, Ptolémée conceptualise l'astrologie généliaque et met en place un système pour comprendre les secteurs de vie où se jouent les interactions. Il compile les connaissances multiculturelles de tout le savoir astrologique dans la Tétrabible, mais alors du coup, il remet totalement en question les calculs développés par les Arabes concernant les parastrologiques et il accorde une importance particulièrement aux angles basés sur les 4 points cardinaux. Alors je vais vous lire un petit extrait du livre 3. Nous devons tout d'abord examiner le lieu du zodiaque qui correspond au point spécifique examiné pour la naissance, par exemple le milieu du ciel pour la recherche sur la profession ou la position du soleil pour la recherche sur le père. Donc il considère une valeur énergétique significative aux angles dans son interprétation et cette approche découpe le zodiaque en 4 cadrans égaux, suggérant que la ligne reliant le fond du ciel au milieu du ciel divise en 2 parties égales le demi-cercle allant de l'ascendant au descendant. Comme nous l'avons vu, le mouvement hellénistique, marqué par le développement intellectuel et philosophique, va aussi ouvrir sur une révision des méthodes de domification. C'est ainsi que Porphyrius de Tyr, philosophe néoplatonicien du IIIe siècle de notre ère et disciple de Plotin, propose une réorganisation dans la méthode d'attribution de la répartition des maisons, bien qu'il nous semblerait que cette méthode nous vienne en fait de Vetus Valens, qui est un
astrologue du IIe siècle. Donc son système consiste à diviser chaque cadran de l'écliptique en 3 parties égales entre les 4 angles. Et c'est assez ingénieux car cela rend la méthode simple et facile. Vers le Xe siècle, alors que l'astrologie était souvent considérée comme une science hérétique, Al-Kabizi a développé un système de domification assez innovant puisque son système se concentrait sur la rationalisation à travers une approche géométrique qui consistait à diviser l'arc diurne de l'ascendant en 6 segments égaux. Donc ces segments étaient ensuite utilisés pour tracer des cercles méridiens dont les points d'intersection avec l'écliptique définissent les cuspides des maisons. Contrairement à d'autres systèmes où chaque maison occupe un intervalle fixe de 30 degrés le long de l'écliptique, le système d'Al-Kabizi détermine les cuspides en divisant l'arc diurne et l'arc nocturne en 6 parties égales, ce qui ne garantit pas des maisons de 30 degrés chacune. Au XIIIe siècle, l'Europe occidentale connaît un renouveau intellectuel caractérisé par une redécouverte des textes classiques grecs et latins et une renaissance de l'apprentissage dans les domaines de la philosophie, de la théologie, des sciences et des arts. Donc des universités vont être fondées pour offrir un cadre institutionnel pour l'étude et la diffusion des connaissances. Et là, les avancées dans le domaine de l'astronomie, notamment l'amélioration des instruments d'observation et des méthodes de calcul ont eu un impact direct sur la pratique de notre astrologie. Et c'est ainsi que Johannes Campanus, astrologue du XIIIe siècle, va développer son propre système de domification et dans sa méthode, il divise le premier vertical, un grand cercle perpendiculaire à l'horizon qui va passer par le zénith et le nadir en 12 sections égales. Donc ces divisions sont ensuite projetées sur l'écliptique, définissant ainsi les cuspides des maisons astrologiques. Nous arrivons au XVe siècle qui ouvre une nouvelle ère en Europe avec le développement maritime, les avancées scientifiques et de nouveaux bouleversements politiques et surtout religieux puisque c'est la montée du mouvement humaniste. L'individu, l'éducation et la raison vont devenir le centre d'une nouvelle idéologie qui va pas mal ébranler certains aspects de l'Église d'ailleurs. Donc ça va permettre à Regiomontanus, alias Johannes Müller de Königsberg-Est, mathématicien, astronome et astrologue allemand, de développer un autre système de domification, bien que certaines sources remettent pas mal en question cette légitimité, puisque l'inventeur serait en fait le rabbin espagnol du XIIe siècle, Abraham ibn Ezra. Donc, quelle que soit l'origine exacte, l'approche de Regiomontanus consiste à diviser l'équateur en 12 parties égales. Ensuite, il dessine 12 grands cercles perpendiculaires à l'équateur, passant par le pôle Nord et par le pôle Sud, et ces cercles sont projetés sur l'écliptique, définissant ainsi les cuspides des maisons. Je vais quand même souligner que l'intérêt de ces deux méthodes, que ce soit celle de Regiomontanus et de Campanus, ont une dynamique spatiale offrant une répartition bien plus équilibrée des maisons dans l'espace céleste, ce qui n'est pas le cas des autres approches jusque-là, puisqu'elles étaient linéaires sans considérer l'approche temporelle. Vers 1450, l'invention de l'imprimerie à caractère mobile par Johannes Gutenberg va aussi marquer un tournant majeur dans la pratique astrologique parce qu'elle va permettre la diffusion des connaissances, autant du savoir ancien que des nouvelles idées philosophiques, mais aussi sur les progrès des sciences astronomiques et mathématiques qui vont fournir de nouvelles bases de calcul aux astrologues. Donc l'apparition des premiers éphémérides, oui, a grandement facilité l'accès à des données astronomiques précises. De plus, l'invention de la première lunette astronomique, souvent attribuée à Hans Lippershey, qui est un opticien néerlandais, va aussi contribuer à une meilleure observation des mouvements planétaires.
Alors bien sûr, le XVIe siècle apporte aussi sa contribution dans les nouvelles recherches avec des figures comme Copernicus et Tycho Brahe qui vont apporter grâce à leurs recherches une meilleure compréhension du fonctionnement du système solaire. Et tout ça, ça nous emmène au XVIIe siècle où Placidus de Titus, mathématicien italien, développe une méthode de domification qui porte aujourd'hui son nom. Bon, il faut savoir que certains historiens attribuent l'invention de ce système plutôt à l'astronome et mathématicien Giovanni Antonio Magini. Alors ce système largement utilisé en astrologie occidentale repose sur le mouvement quotidien des planètes le long de l'écliptique. Contrairement aux autres méthodes qui divisent le cercle équatorial ou l'arc diurne, Placidus, lui, divise l'arc de temps entre le lever et le coucher du soleil en 12 parties égales correspondant aux heures égales. Et cette division détermine les cuspides des maisons astrologiques. Donc l'ascendant marque toujours le début de la première maison, tandis que les autres cuspides sont calculés selon la progression des heures égales. En plus, il faut signaler que les maisons sont déterminées par le mouvement de rotation de la Terre autour de son axe, ce qui signifie qu'elles varient selon l'endroit sur la Terre où l'on se trouve, et cette adaptation aux variations géographiques renforce la précision du système de Placidus. Au XXe siècle, l'humanité a connu une période de changement rapide et de progrès passant de l'ère agraire à l'ère industrialisée, et ça va permettre des avancées dans des domaines scientifiques comme la physique, la chimie, la biologie ou la médecine. Des découvertes révolutionnaires telles que la théorie de la relativité d'Einstein et la mécanique quantique vont transformer notre compréhension de l'univers. Parallèlement, les développements technologiques majeurs tels que l'invention de l'ordinateur et l'avènement de l'ère spatiale ont ouvert de nouvelles possibilités dans de nombreux domaines sur le plan culturel et intellectuel. Donc les idées philosophiques et politiques évoluent elles aussi à travers des mouvements tels que le modernisme, le postmodernisme ou l'existentialisme, influençant la façon dont les individus percevaient le monde et leur place d'ailleurs en son sein. Donc la psychologie aussi va jouer un rôle assez important avec des figures comme Sigmund Freud et Carl Jung qui vont révolutionner notre compréhension de l'esprit humain. Et c'est sur cette toile de fond que Friedrich Sigrun Koch, un astrologue allemand, va introduire un nouveau type de domification qui va marquer une séparation au tiers-temps d'un événement. Alors je m'explique, contrairement aux approches précédentes, Koch, lui, va utiliser le point du milieu du ciel pour déterminer les cuspides des maisons. En reculant dans le temps depuis la naissance pour trouver où se situait le milieu du ciel sur l'ascendant, il va ensuite diviser la période entre ces deux événements en 3 parties égale, la position de l'ascendant au premier tiers de ce laps de temps définit ainsi la cuspide de la maison 12 et au deuxième tiers celle de la maison 11. Évidemment, par symétrie, les autres cuspides des maisons sont ensuite déterminées. Cette approche systémique de Koch, en utilisant le temps comme base de référence plutôt que des points fixes dans le ciel, va permettre d'établir une relation directe finalement entre le mouvement céleste et la division des maisons astrologiques, et ça crée une réelle structure harmonieuse et équilibrée pour déterminer ces cuspides. Les différents systèmes de domification proposés par des astrologues tels que Pullen, Velo, Carter, Sripati et d'autres offrent des variations sur les méthodes traditionnelles de domification, bien que ces systèmes puissent présenter des ajustements ou des nuances dans le calcul ou l'interprétation des maisons astrologiques. Toutefois, ils s'inscrivent vraiment dans la continuité des systèmes plus anciens, plutôt que de proposer des révolutions radicales. Donc ces approches cherchent principalement à diversifier les méthodes existantes, et on peut dire que chaque système peut avoir ses partisans ou ses utilisations spécifiques selon les préférences et les besoins des praticiens de l'astrologie. Alors, aucun système n'est idéal. Et Rudyard souligne que cette diversité
reflète notre niveau actuel de compréhension. Il suggère que notre approche de la domification évoluera au fur et à mesure que nous atteindrons un niveau supérieur de conscience. La découverte de nouvelles planètes et de cycles plus longs ouvrira des perspectives qui pour l'instant ne sont pas encore intégrées dans notre conscience actuelle. En tous les cas, cette évolution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'adapter nos pratiques astrologiques en fonction de ces nouvelles connaissances. Nous avons vu que les courants de pensée philosophiques et l'évolution de nos connaissances apportent finalement une compréhension plus fine de notre monde et de l'univers qui nous entoure, faisant ainsi évoluer l'astrologie et la compréhension de la domification. À l'ère de la psychologie, l'astrologie apporte également son éclairage dans ce domaine. J'ai trouvé l'approche de Rudhyar d'ailleurs assez intéressante et pertinente quant à ses travaux sur les maisons astrologiques et sa vision tridimensionnelle qui offre une perspective plus holistique et intégrée, et je vais essayer d'expliquer comment cette vision se présente. Aujourd'hui, nous voyons les maisons comme des secteurs de vie interconnectés où vont se produire les événements et dans lesquels il est possible d'établir un plan bidimensionnel contenant 4 directions, haut, bas, droite et gauche. Imaginez maintenant que nous allions plus loin dans cette conception en ajoutant la possibilité d'aller d'avant en arrière dans le zodiaque. Au lieu de voir les maisons comme des secteurs bidimensionnels, elles deviennent des sphères d'expériences dynamiques et interconnectées à toute l'énergie du zodiaque, agrandissant finalement notre espace et par conséquent la profondeur des interactions dans une dimension spatio-temporelle. Donc les maisons s'inscriraient dans un parcours avec une lecture symbolique psychologique de l'expérience humaine depuis la naissance et jusqu'à la fin de la vie. Ce n'est pas seulement un simple cycle bidimensionnel, mais une vue intégrant la conscience d'être et l'évolution consciente et inconsciente de l'individu dans une dimension qui prend en compte le plan vertical et horizontal ainsi que la profondeur permettant d'insérer le temps et l'espace. Et c'est ça qui manque. Cette approche est incroyablement riche car elle intègre le plan pratique, énergétique et psychologique dans la même sphère. Tout cela relié à l'individu qui est au centre de ce parcours des 12 sphères. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo et que vous étiez le personnage principal. Le zodiaque est la sphère centrale du jeu où se déroule votre action, que ce soit sur une année ou au cours de votre vie, si on parle de votre thème natal. Vous avez une quête à réaliser au sein de votre jeu, que vous découvrez grâce à des messages disséminés dans l'environnement de la sphère. Vous êtes doté de super capacités innées, héritées de vos ancêtres, et c'est ainsi équipé que vous allez pouvoir évoluer dans votre quête. De toutes parts arrivent des événements qui créent multiples expériences de vie, vous permettant d'évoluer en fonction de la réponse que vous allez donner à ces événements et de la manière dont vous allez les régler au sein de votre jeu. À chaque fois, vous gagnez un niveau de savoir, une leçon que vous retirez de cette expérience qui va enrichir ainsi votre personnage sur les plans pratiques, intellectuels, social, psychologiques pour devenir le surhomme du jeu. Et si l'on se concentre maintenant sur l'aspect psychologique, on comprend bien que les 12 maisons représentent un parcours du développement psychologique humain. Par exemple, si l'on regarde la maison 2, on y voit non seulement l'aspect de la valeur matérielle, la valeur de soi, les acquisitions et les besoins sensoriels, mais au-delà de cette vision tangible, il est important de considérer que c'est aussi la première sécurité émotionnelle que reçoit l'enfant. Cette sécurité va définir toute la construction psycho-affective quand il sera adulte et ça va influencer ainsi son estime de soi et sa perception de sa valeur personnelle.
Ce qui est sûr, c'est que cette approche tridimensionnelle permet de créer un environnement complètement immersif et intégré à la vie d'une personne. C'est une visualisation qui permet d'intégrer des plans successifs et dynamiques qui vont directement s'abreuver de l'énergétique des planètes et surtout des aspects qui viennent impacter le centre fonctionnel des capacités physiques, psychiques et biologiques de l'individu en réaction directe avec l'environnement extérieur. Et ça offre une guidance beaucoup plus holistique et réactive de l'épanouissement personnel. Carl Jung s'est beaucoup intéressé au symbolisme du mandala dans les différentes cultures anciennes, le voyant comme un outil puissant en psychothérapie. Pour lui, le mandala représente un petit peu la totalité du soi et sert de refuge intérieur, de réconciliation et de plénitude. Sa forme, généralement circulaire, reflète l'état physique, émotionnel et spirituel de l'individu à un moment donné de sa vie. Ces travaux ont inspiré Rudhyar qui a enrichi la lecture et la compréhension des 12 maisons astrologiques de manière similaire afin que chacun puisse exprimer une totalité d'être. C'est ainsi que les 12 maisons disposées en cercle forment cette figure sphérique, tout comme le mandala, et représentent un parcours d'expériences qui vont permettre de s'accomplir dans la complétude de soi. Donc une réalisation qui n'est possible qu'à travers l'expérimentation. Et dans ce processus, deux facteurs vont émerger, celle de la conscience et celle du pouvoir, en sachant que selon Dan Rudhyar, le pouvoir sans conscience est destructeur et la conscience de soi sans référence existentielle est sans substance. Donc elle doit être enracinée dans des références existentielles concrètes. Donc en astrologie, la conscience est exprimée au niveau de l'axe horizontal, celui de l'alter ego, tandis que le pouvoir et la capacité d'existence sont représentés dans l'axe racine vers réalisation, c'est-à-dire l'axe vertical. Chacun d'entre eux, conscience et pouvoir, sont animés par la dualité. Donc une conscience d'être sans une conscience de soi solide peut manquer de direction et de pertinence existentielle, tandis qu'une conscience de soi sans conscience d'être peut devenir égoïste et limitée. Quant au pouvoir, il faut être conscient pour que le pouvoir soit exercé de manière bénéfique et responsable. Selon les principes de domification en astrologie, la conscience commence à s'exprimer à l'ascendant, donc au point est du thème natal, marquant le point de la naissance, et cette conscience va se développer ensuite à travers l'expérience relationnelle, culminant au descendant, donc au point ouest du thème. Et en termes d'intégration personnelle, le pouvoir est donc ancré au fond du ciel et s'exprime vers le milieu du ciel. La ligne d'horizon divise donc le zodiaque en deux parties distinctes. La moitié inférieure symbolise l'être, où la personne peut se concentrer sur son monde intérieur, favorisant la réflexion, l'introspection et la compréhension personnelle. Et cette orientation intérieure aide à développer la créativité, mais aussi la pensée critique, la résilience émotionnelle. Et la moitié supérieure, en revanche, représente le fonctionner, qui implique une orientation vers l'extérieur, favorisant des interactions sociales, l'engagement actif avec le monde et la communication. Donc ce fonctionnement extérieur repose sur la prise de conscience que l'on fait partie d'un tout. C'est ainsi que ces deux axes forment une croix, considérée comme un symbole fondamental en astrologie, puisque les points essentiels de cette croix sont les angles ascendant-descendant et le méridien, milieu du ciel, fond du ciel. L'ascendant représente l'angle d'incarnation où les potentialités individuelles sont libérées à la naissance. Ces potentialités trouvent leur première actualisation dans la maison 4 où elles se transforment en une base personnelle et subjective ancrée dans les expériences familiales et les fondations émotionnelles.
Les 3 premières maisons constituent une série d'expériences pour aboutir à l'ancrage de l'identité. Ces 3 phases se répètent à chaque angle, créant ainsi une série de maisons angulaires, succédantes et cadentes, pouvant être formulées par les verbes être, utiliser et comprendre ou transformer. Et c'est ainsi que notre mandala prend forme parce qu'il représente un cycle d'expérience qui se suit et qui enchaîne des étapes. Donc la maison 1 représente l'ipséité, la naissance de soi et de l'ego que nous allons développer par l'utilisation de nos ressources et capacités physiques et psychiques acquises en maison 2, et ces acquisitions ouvrent sur la relation entre le sens subjectif de soi et la réalité objective de la mobilité acquise en maison 3. À partir de la maison 4, on s'ancre grâce à l'acquisition de nos expériences dans le foyer pour réaliser sa fonction fondamentale grâce à ses fonctions stabilisées et organisées dans le berceau familial. La maison 5 permet d'expérimenter tout ce qui pousse à transformer ou à élargir la conscience de soi pour qu'en maison 6, les champs d'expérience nous permettent d'utiliser les énergies physiques et mentales en puisant dans nos ressources d'énergie pour s'extérioriser. Quand on atteint la maison 7, on expérimente l'être dans la relation, ce qui est finalement de prime importance pour le développement humain parce que ça permet de se construire avec les autres, de travailler en tenant compte de l'autre, mais sans se laisser influencer par le conditionnement socio-culturel. Tout naturellement, la maison 8 se rapporte à cette expérience de partenariat et nous interroge sur l'emploi de notre énergie, conduisant à une transformation et une possible renaissance de soi. Donc cette transformation permet de développer une résilience qui sera mise en pratique dans la maison 9 pour favoriser l'expansion de la conscience. Donc ces expériences nous amènent à une prise de conscience plus large de l'universalité et de l'humanité, car ça va nous préparer à ce que nous allons montrer aux autres dans la maison 10, achevant ainsi le cycle de manière profitable. Alors toutes ces expériences de conscientisation sociale nous permettent de montrer ce que nous avons extrait de nos expériences passées. Donc ça va nous permettre de nous valoriser au sein du collectif et contribuer à la société. Donc après cette valorisation, nous pouvons enfin profiter de ces acquisitions et nous exprimer en tant que membres d'un groupe social qui nous correspond. Cela représente un petit peu le meilleur moyen de vivre collectivement et de préparer la fin du cycle qui s'achève et recommence dans la maison 12. Et d'ailleurs, cette maison 12 symbolise aussi la gestation, donc le début de ce que nous préparons, tout en marquant la fin de nos acquisitions. Donc c'est la sagesse, l'accomplissement de la vie intérieure pour démarrer un nouveau cycle, celui d'une future génération, celui d'un nouveau cycle de conscientisation, celui d'une étape de préparation vers une renaissance après avoir traversé tout ce cycle d'expérimentation. Selon Rudhyar, il existe 3 cycles de conscience liés au cycle de Saturne correspondant à des phases de réalisation psychologique dans notre développement humain. Alors, si l'on suit les travaux d'Erikson, le lien avec l'astrologie est finalement très évident, puisque de 0 à 28 ans, c'est la formation de l'identité, incluant la découverte de soi et l'indépendance. La fin de cette phase est marquée par le premier retour de Saturne, symbolisant le bilan de cette construction. De 29 à 58 ans, c'est la générativité, avec des étapes centrées sur la carrière et la famille, se terminant par le deuxième retour de Saturne, qui représente le bilan sur l'accomplissement social et familial. De 58 à 84 ans, c'est la période d'intégrité et selon Erikson, les individus réfléchissent sur leur vie représentant un sentiment de satisfaction ou de regret. Donc cette phase permet un petit peu de synthétiser les expériences vécues et de renforcer leur implication dans un groupe social. Après 84 ans, le cycle d'Uranus marque la capacité d'auto-transformation
associé à des changements radicaux et des évolutions personnelles orientant vers une conscience plus élevée et individualisée. Alors pourquoi Uranus? Parce que Uranus est associé à des périodes de changement radical et d'évolution personnelle, souvent marquées par des réveils spirituels et des réorientations significatives dans la vie d'une personne, ce qui va permettre de repolariser et de réorienter son état de conscience pour atteindre un niveau de compréhension et d'intégration plus élevé. Bien, donc c'est les bienfaits de l'âge. Et c'est ainsi qu'être conscient des phases de notre cycle de vie nous permet de nous sentir véritablement chez nous, tant sur le plan intérieur que dans notre environnement physique. Chaque cycle de conscientisation offre l'opportunité d'aménager notre espace de vie en fonction de nos expériences et de nos besoins évolutifs. En adaptant notre maison à chaque nouvelle étape, nous créons un environnement qui va refléter et soutenir notre croissance personnelle. Cette approche va nous aider à évoluer continuellement, à renaître à chaque cycle et à transformer notre espace de vie en un reflet plutôt harmonieux de notre niveau de conscience. En fin de compte, cela éclaire notre chemin intérieur et ça valorise notre individualité, nous permettant de vivre en accord avec notre être profond et de tirer le meilleur parti de nos expériences pour construire un chez-soi qui nous ressemble vraiment.